Bon, Adrien? Bien, en tout cas, je commencerai tout simplement par dire que, évidemment, je suis très heureux d'être là et très honoré, Patrick, que tu m'aies permis de m'exprimer sur ce sujet. D'ailleurs, je vais vous mettre le titre. Et en même temps, évidemment, intimidé, tout de même de m'adresser face à vous, aux côtés de Patrick Bouchon, qui vient de définir parfaitement justement cette idée de l'expérience communale, ou des expériences du commun, de la communauté. C'est ce que je vais essayer de parler avec vous. Intimidé car aussi, au-delà finalement de ma difficulté à me sentir vraiment légitime de vous parler ici aujourd'hui, et croyez bien que c'est tout à fait sincère, je me suis retrouvé face à la position finalement assez complexe, funiculaire, qui consiste à articuler avec justesse la proposition et les termes définis à l'instant par Patrick Bouchon, mes propres objets de recherche. Or, finalement, plus les semaines passaient, et plus le traitement du problème de l'expérience communale a mis en miroir, quand j'ai essayé de mettre en miroir justement avec cette thématique, ça m'a semblé ouvrir vraiment des possibles que je ne soupçonnais pas du tout avec ces archives de la planète dont je vais vous parler. Donc, bien sûr que c'est une sorte d'essai que je vous propose, c'est une sorte de mise en questionnement, c'est une sorte évidemment d'expérience que je vais essayer de mener avec vous. Comment donc finalement penser cette expérience, cette question de l'expérience communale par une pensée du visuel, et comment prendre à bras-le-corps un projet de mise en commun des hommes dont on va parler par l'image au fil du temps, à travers les rebonds théoriques que pose en tant que concept cette expérience communale. Alors j'aimerais dire d'emblée où je me situe, est-ce que je dois, faute de pouvoir être pleinement transversal, car ça va être évidemment le problème, ou je vais être obligé de mettre de côté, évidemment provisoirement, dans le cadre de ces quelques mots, car je vais être obligé d'être précis et en même temps général, dans le cadre d'une séance introductive. Donc je ne vais pas parler d'expérience communale dans son sens purement juridique ou politique, comme on vient d'en entendre parler, mais je pense que je vais plutôt le prendre dans un sens que j'ai appelé, donc dans cette communication, les expériences, vous voyez, projetées du commun, confondre les archives de la planète. J'aimerais donc partir d'une forme de croyance liée en fait à une appréhension du monde issue du XVIIIe siècle et qui s'étend invariablement au XIXe, à travers, entre autres, le positivisme philosophique d'Auguste Comte, puis au début du XXe siècle, et qui a si bien été mis en mots par Michel Foucault dans Les mots et les choses. C'est-à-dire cette volonté farouche, finalement, d'assembler pour mieux comprendre, c'est-à-dire de trouver des lieux communs aux choses pour pouvoir établir des liens et des correspondances, des attaches et des jointures. Amalgamer, finalement, en un même lieu pour croire en une possible expérience du rassemblement et du commun. Je crois qu'on l'a parfaitement dit tout de suite. Une croyance donc qui se place bien souvent entre une expectative du mieux, du vivre ensemble, on en a parlé, de la communauté vivable, et qui passe pour certains aussi, on va le voir, par une nécessité de donner à voir le commun, ce que nous avons en commun. Mais aussi plus largement ce gouffre du rêve que l'on dit parfois utopique, idéaliste, parfois voire messianique, cet impossible qui n'est pas le voisinage des choses, je cite Foucault ici, mais le site lui-même où elles pourraient voisiner. Là, je cite la préface de Mots et les choses de Foucault. L'idée finalement qu'il y aurait au cœur d'une possible expérience communale, une expérience prioritairement spatiale, où il faudrait circonscrire un lieu pour produire du commun, un lieu où s'agrègent les choses, où elles tiennent lieu d'assemblée. Et de façon d'ailleurs que je trouve amusante, Foucault parle de sol, ou encore il parle même de table. Sur quelle table, écrit-il, selon quel espace d'identité, de similitude, d'analogie avons-nous pris l'habitude de distribuer tant de choses différentes et pareilles. L'idée, somme toute, de mettre à plat, c'est ce que je vais parler avec vous, dans un espace circonstancié, détaillé, précis, l'évidente en fait différence ou la prégnante dimension hétéroclite des choses et du monde pour faire naître une possible expérience du commun. Or, de ce lieu borné, tangible ou finalement imaginaire, réel ou fantasmé, j'aimerais gager avec vous qu'il peut aussi se situer dans une pensée de l'image du monde, de sa mise en cadre. Et si les choses semblent nous intéresser tant que ça, ces choses d'un point de vue foucaldien, il faut bien croire que je compte ne parler que des hommes, bien entendu, et de notre nécessaire expérience de l'altérité, car il me semble qu'il me sera difficile de vous parler d'une expérience
sans vous parler de nous-mêmes en tant que corps constitué et constamment sur le fil, en possible déconstitution par l'expérience des autres. Alors, pour évoquer avec vous cette question du lieu de l'image comme lieu du commun, eh bien, je vous propose un cheminement à travers les archives de la planète et les œuvres d'un personnage finalement trop vite oublié qui s'appelle Albert Kahn. Alors, s'intéresser à cette question m'oblige à souligner dès maintenant le fait que parler de l'expérience du commun dans les archives de la planète réduit mon enquête à une dimension aspectuelle, et ça, je pense que c'est très important que je vous le sachiez dès maintenant. C'est-à-dire, finalement, je ne vais que parler d'une sorte de spécificité, de saillance idéologique des archives de la planète, et non, bien entendu, de toute la complexité qui sous-tend le système kahnien, comme on a pu l'appeler. On va le voir, finalement, les archives de la planète sont inscrites dans des réseaux techniques, historiques, politiques et idéologiques complexes, qui sont aussi scalaires. Et ça, c'est très intéressant de les prendre aussi voilà, sous leurs dans leurs différentes dimensions, qui nous obligent à emprunter, et c'est tout le problème quand on s'intéresse à ce fond, nous obligent à emprunter de nombreux carrefours bibliographiques et théoriques, que je ne peux d'ailleurs mettre malheureusement en avant de manière exhaustive aujourd'hui. Donc s'intéresser aux archives de la planète, c'est se perdre nécessairement, et vraiment avec un plaisir, un bonheur constamment renouvelé, dans un projet qui est à la croisée de l'histoire des sciences, de la géographie humaine, de l'histoire du cinéma et de la photographie, de la culture visuelle, de la sociologie, même de la botanique, de l'histoire politique et sociale, de l'historiographie, de l'histoire de la philosophie, de l'histoire intellectuelle, etc. C'est-à-dire qu'on n'en finit pas, si vous voulez, de confondre justement ces archives de la planète à travers toute une forme d'analyse historique et historiographique. Bref, vous l'aurez compris, parler des archives de la planète en quelques minutes nécessite toujours, c'est ce que je suis obligé de faire dès maintenant justement, de commencer par un aveu d'impuissance, matinée un peu d'une forme de déception, c'est-à-dire que s'intéresser à ce projet, à un aspect de ce projet, produit un effet de cache, où ce que l'on donne à voir, ce que je vais vous donner à voir, paraîtra dérisoire, à côté de l'ampleur des possibles et des chemins de traverse à prendre. Et donc, c'est donc un chemin de traverse, justement, que celui de l'expérience du commun. Et pourtant, on peut d'ores et déjà avancer, et c'est ce qui m'a intéressé en préparant cela, le fait qu'en fait, finalement, c'est tout de même un pilier idéologique du projet, un pilier majeur du projet qui porte à la fois son existence et aussi sa mise en pratique, et dans le même temps qui semble le dissoudre. Et c'est ça qui va m'intéresser. Cela nous pousse à aller voir, finalement, ce qui n'est pas le plus attirant dans ce projet des archives de la planète. Cela va nous amener à comprendre que si la teneur idéologique, ce qui justement est la raison d'être des archives de la planète, elle est filante et qu'elle traverse l'œuvre d'Albert Kahn, cette question de l'expérience du commun, elle nous met face aux limites d'un tel projet visuel et aussi d'un projet évidemment philosophique. Car en somme, nous allons le voir, il est là notre problème, celui de Kahn, ça a été celui de Kahn, mais c'est aussi le nôtre aujourd'hui. Comment pouvons-nous tenter finalement de penser une efficience du visuel, une performance, comme vecteur d'expérience du commun? Mais aussi, autrement dit, peut-on soumettre et susciter une expérience du commun par la production, l'archivage et la monstration d'images? Pouvons-nous faire commune en nous voyant les uns les autres? Mettre en cadre l'autre, l'encadrer, et le voir suffit-il quelque part à expérimenter un lieu commun, un espace qui nous rassemble? Albert Kahn, je le disais, nous l'avons en fait un peu oublié. Aujourd'hui, on peut encore voir, parcourir son jardin, qui borde ses maisons à Boulogne, vous connaissez peut-être, au bord de la Seine. Je vous ai mis cette autochrome, donc ce sont ses premières photographies couleur, elles font partie des archives de la planète, car justement, elle est à l'image, cette autochrome, de ce qui nous arrive avec Albert Kahn, cette impossibilité de tout voir, de le contempler. Il est à droite ici du cadre, je vous l'ai mis justement, il apparaît dans le flou de l'image, et on a très peu d'images de lui justement. Il incarne en fait, Albert Kahn, dans l'imaginaire collectif, ce lieu, le musée Albert Kahn. Je vous ai justement exprès mis qu'on peut toujours aller le visiter, bien qu'il faudra attendre 2018. Et pour les plus informés, il est évidemment, Albert Kahn, cette figure de l'humaniste philanthrope éclairé à cheval entre deux siècles. Il est né à Marmoutier, en Alsace, le 3 mars 1860, dans une famille juive pratiquante, et il est fils de marchand de bestiaux. Son nom de naissance, d'ailleurs, est Abraham. Il vit avec sa famille donc en Alsace, sur les territoires devenus prussiens à la suite du traité de Francfort du 10 mai 1871, puis il quitte l'Alsace pour la capitale française
avec un permis d'émigration accordé par le gouvernement impérial prussien le 20 novembre 1876, après avoir été actif dans les milieux des banques d'affaires, c'est avec ça qu'il fera sa fortune à la fin du XIXe siècle, et après avoir fait des études par correspondance, notamment avec un certain Henri Bergson, qui était élève alors à l'École normale supérieure, il demande en 1885 sa réintégration dans la qualité de français, obtenue par décret le 30 juin, et il fonde sa propre banque en 1898. Donc vous voyez, il était encore plutôt jeune et il fait rapidement fortune, et il est au début du XXe siècle un des hommes justement les plus riches d'Europe. Il décide de s'installer à Boulogne, de lancer plusieurs projets ayant tous pour but principal de rassembler les populations du monde pour maintenir un temps indéfini de paix, c'est de ce dont je vais vous parler. Il va investir la quasi-totalité de sa fortune dans ses œuvres, et suite au crash boursier de 1929, il va petit à petit se retrouver ruiné. Il meurt seul à la fin de sa vie à Boulogne dans la nuit du 13 au 14 novembre 1940. Donc il a vécu 80 ans. C'est grâce donc au rachat de sa propriété boulonnaise que le département de la Seine en 1936, ce département qui est devenu aujourd'hui le département des Hauts-de-Seine, c'est grâce à cet achat que nous pouvons encore aujourd'hui découvrir ses œuvres, le jardin et sa propriété, et pour des gens comme moi, consulter encore les archives qui restent pour justement essayer de se confronter à ce projet. Donc voilà pour le portrait, si vous voulez, qui est bien entendu beaucoup trop caricatural ici. Alors son œuvre, quant à elle, elle est traversée par finalement un surprenant paradoxe. C'est une somme colossale de documents divers portés par un semblant d'unité théorique, technique et philosophique. L'œuvre plurielle du banquier est accompagnée depuis plusieurs décennies et en même temps d'une historiographie assez intéressante et en même temps très circonspecte, attentive, prudente. Car alors même que Kant souhaitait étreindre d'un même regard une sorte de totalité idéale, le monde, ses cultures, ces peuples et leurs histoires, eh bien les questions s'amassent au fil du temps, elles n'arrêtent pas justement de rester sans réponse encore aujourd'hui, laissant évidemment aux chercheurs que nous sommes une étrange sensation de confusion. Que penser finalement de cette œuvre, de ses commanditaires, de son commanditaire, de ses intentions, de son intentionnalité, on va en parler, de ses finalités, de ses possibles évidemment, de ses réussites et de ses échecs. Cela a été dit et écrit de nombreuses fois. En fait, l'œuvre d'Albert Kahn continue évidemment de nous échapper, donc on s'accroche à répéter ces chiffres que je vous ai recopiés ici. Alors ça, vous le retrouvez dans toute l'historiographie. Elle débute en 1908, les archives de la planète. Elles ont été constituées à partir de 1908. Albert Kahn a décidé d'utiliser l'image comme vecteur après avoir assisté aux projections Vision d'Orient, organisées par Jules Gervais-Courtelmont. Il décide donc dès 1908 de composer ces archives de la planète. Vous voyez, elles sont composées aujourd'hui, lorsqu'elles ont été arrêtées en 1931, donc elles s'étendent de 1908 à 1931, donc par 72 000 plaques autochromes, couleurs, de 9 x 12 et 13 x 18 cm. Donc ce sont ces petites plaques que je vous montre depuis le départ et que je vais vous montrer du début à la fin. Ce sont ces images que vous voyez, ce sont donc les premières photographies couleurs de l'histoire de la photographie. Ce sont des plaques de verre de 183 000 mètres de pellicule de film nitrate 35 mm, équivalent à peu près à 120 heures de projection. Le nombre de titres filmés varie, mais on s'accorde à peu près à penser à 2130 sujets filmés. Et puis 4000 plaques en plus stéréoscopiques, qui sont donc ces photographies, les premières photographies en relief. L'ensemble, au total, ces archives de la planète dont je vous parle, documentent plus de 40 pays entre 1908 et 1931. Donc l'œuvre de Kahn semble parfois, finalement, figée dans ce doux silence des chiffres. On en est là, un petit peu, parfois. Et ce que l'on appelle donc les archives de la planète, qui nous intéressent donc là, c'est un fonds constitué exclusivement d'images, de photographies couleurs, donc stéréoscopiques et de films, prises par des opérateurs qui ont été financés par Albert Kahn et qui ont été envoyés dans le monde entier. Il existe, en fait... non, je vais passer cette page bibliographique, si vous voulez bien, et je vais plutôt rentrer directement dans mon sujet, une pensée du commun, qui sera donc mon premier point, pour rentrer dans la dimension idéologique. Pierre Randet, qui a été ancien élève de l'école polytechnique, proche d'Albert Kahn, de 1936 à 1940, en tant qu'ingénieur des eaux et forêts, décrivait les archives de la planète dans un témoignage recueilli en mars 1987 comme le meilleur moyen de montrer ce qu'il y a de commun dans le patrimoine des hommes à travers la diversité des cultures et des mœurs. Montrer justement ce qu'il y a de commun. Tout notre problème est là. C'est-à-dire à la fois repérer le commun
et le donner à voir pour finalement aboutir à une sorte d'expérience. Dans un premier temps, j'aimerais donc m'intéresser à cette part idéologique, théorique des archives de la planète, parce que le projet est tenu par une pensée du commun qui, on va le voir, innerve la pratique visuelle et archivistique. L'idée d'Albert Kahn, elle est simple, et elle trouve sa profession de foi dans une parole rapportée et attribuée à Kahn par un certain Emmanuel Jacquin de Margerie dans une lettre adressée à Jean Brune, je vais en parler, en date du 26 janvier 1912. Ça, encore une fois, c'est une phrase qu'on ne cesse de répéter dans l'historiographie. Parce que justement, on a peu de voix, on a peu la voix d'Albert Kahn. Kahn aurait défini son idée des archives de la planète ainsi. Donc, je vous le lis, la photographie stéréoscopique, les projections, le cinématographe surtout, voilà ce que je voudrais faire fonctionner en grand, afin de fixer une fois pour toutes des aspects, des pratiques et des modes de l'activité humaine dont la disparition fatale n'est qu'une question de temps. Pour mener à bien son projet, et pour lui donner toute la dimension scientifique nécessaire, il décide de proposer au géographe Jean Brune la direction scientifique des archives de la planète, qui accepte donc dès 1912. Alors, je ne peux pas m'appesantir aussi sur les rapports complexes entre Kahn et Brune, mais je souhaite tout de même dire ici que Brune, qui est né en 1868, donc finalement qui est à peu près la même génération qu'Albert Kahn, eh bien, était l'auteur en 1910 de la géographie humaine, il a été élève de Paul Vidal de Lablache, et il va largement contribuer à diviser idéologiquement, en quelque sorte, le projet des archives de la planète. Autrement dit, la part d'expérience du commun dont je parle ici et de monstration du commun par le biais des projections de ces images est davantage une identité kahnienne qu'une volonté de Brune, qui a vu, somme toute, à travers les archives de la planète, un moyen scientifique et, disons-le, bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais une sorte d'accélérateur de carrière en premier lieu. Alors, parce que d'ailleurs nous sommes au Collège de France, il serait d'ailleurs dommage de ne pas mentionner le fait essentiel que Kahn crée et finance pour Brune une chaire au Collège de France, la première chaire de géographie humaine, dès 1912, et que c'est ici, justement, dans ces murs, que les archives de la planète vont souvent être montrées et commentées par Brune dans ses cours. Le projet de Kahn, donc, à travers la stature de Jean Brune, s'inscrit directement, je le disais, dans ce positivisme scientifique de la deuxième moitié du XIXe siècle, mêlé à un désir encyclopédique, donc de compulsion, de catégorisation et de mise en ordre d'éléments en un même espace pour servir à la connaissance humaine, je vous le disais. Un projet comme celui, finalement, des archives de la planète peut faire penser à de nombreux projets similaires. Je pense notamment ici à celui du Belge Paul Hotelet et d'Henri Lafontaine avec le Mondaneum dans les années 1920, c'est-à-dire de créer le premier répertoire bibliographique mondial et de penser dans le même temps la création de ce qu'Hotelet a appelé une cité mondiale. Il écrit par exemple le 4 août 1917 à son ami Henrik Andersen « Je m'imagine la nouvelle cité, la Civitas Maxima, la cité de l'homme, comme saint Augustin imaginait et décrit la cité de Dieu, une cité qui soit d'abord de pur idéal, une cité dont toute la structure matérielle ne sera peut-être jamais réalisée, mais dont le plan magnifique agisse perpétuellement sur l'esprit. » On peut enfin penser au projet avorté de Ferdinand Bruno, qui lance en 1911 les archives de la parole, avec l'Institut phonétique de la Sorbonne et la firme Pathé. On peut également penser aux nombreux projets ethnographiques, on pourrait en citer vraiment des dizaines, comme celui d'Étienne Serre, qui en 1841 propose la création d'un musée de photographie ethnographique pour le Muséum d'histoire naturelle. Lorsque Michel Foucault, justement, introduit les mots et les choses et qu'il cite le texte de Borges, ce fameux texte, il omet de mentionner que Borges, d'ailleurs, fait directement référence dans son texte au projet d'Hotelet. Et Hotelet, comme Kahn, ont cette pensée utopique et scientiste, typique de cette époque des expositions universelles, où on cherche à assembler en un même lieu, en une mise en scène, l'hétéroclite. Il y a en somme, dans la pulsion d'ordre et de rangement kahnien, comme chez Hotelet, une insurrection contre le désordre, de l'incongru, et je cite ici Foucault, et du rapprochement de ce qui ne convient pas. Ce serait le désordre qui fait scintiller les fragments d'un grand nombre d'ordres possibles dans la dimension, sans loi ni géométrie, de l'hétéroclite. Et il faut entendre ce mot au plus près de son étymologie. Les choses y sont couchées, posées, disposées, dans des sites à ce point différents qu'il est impossible de trouver pour eux un espace d'accueil, de définir au-dessous des uns et des autres un lieu commun. Il faut donc créer des espaces de rangement. Là, je vous ai mis une photo tout simplement de la salle des plaques, là où sont rangées les plaques autochromes d'Albert Kahn. Il faut donc créer des espaces de rangement, clairement, finalement, mettre en boîte, dans son sens le plus trivial, ce qui paraît divers,
pour mieux saisir, en un même regard, ce qui apparaît comme l'illusion rassurante d'un lieu commun. Il y a comme une sorte d'étrange provocation, d'ailleurs, du moins pour nous aujourd'hui, et c'est peut-être cela d'ailleurs qui pouvait faire rire Foucault, c'est de croire qu'il y a du commun possible là où on classe et range l'hétéroclite, que avant toute chose, le lieu peut être dit commun dès lors qu'il nous est visible, parce que rangé à plat. Sinon, justement, l'hétéroclite, on y reviendra, rend les choses peut-être confuses, voire aveugles. On note donc ici chez Kant l'ambition de donner une topographie commune à tout ce qui paraît dissemblable. Avec les archives de la planète, il cherche à donner une consistance à ce lieu commun imaginaire, en ce sens que, comme le note Michel Lusseau, les lieux les plus consistants ne sont-ils pas ceux que le regard peut intégralement embrasser et où les repérages visuels des limites sont les plus aisés. Mettre en boîte, finalement, l'hétéroclite en un même lieu pour circonscrire en un lieu commun visible à l'œil nu d'un seul tenant. On retrouve donc, en fait, dans cette remarque, des pratiques contemporaines à l'œuvre de Kant, comme celle du diaporama, du panorama ou encore du travelogue cinématographique, où l'expérience du lieu se fait aussi dans la possibilité du regard de l'étreindre pleinement, complètement. Il n'y a rien que l'homme soit capable de vraiment dominer, écrit Bruno Latour dans son article célèbre que vous connaissez sans doute, Les Vues de l'esprit, publié en 1985. Tout est tout de suite trop grand ou trop petit pour lui, trop mélangé ou composé de couches successives qui dissimulent au regard ce qu'il voudrait observer. Si. Pourtant, une chose est une seule, ce domaine du regard. C'est une feuille de papier étalée sur une table ou punaisée sur un mur. L'histoire des sciences et des techniques est pour une large part celle permettant d'amener le monde sur cette surface de papier. Feuilleter le monde, folio après folio, tel est le rêve du chercheur. C'est, en somme, cela aussi les archives de la planète, c'est-à-dire le lieu commun d'un monde à plat que l'on peut feuilleter du regard. En ce sens, rien de mieux que le cinéma et la photographie pour, en un même mouvement, mettre à plat et feuilleter du regard. Donc finalement, oui, les archives de la planète peuvent se comprendre, comme l'a noté Teresa Castro, dans son ouvrage La pensée cartographique des images en 2011, comme une sorte d'atlas, en ce sens que l'atlas donne forme à un voyage visuel. Tout atlas, finalement, semble convier au mouvement, que ce soit du regard ou de l'esprit. L'image photographique et cinématographique, liée aux nouvelles évolutions techniques et technologiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, devient finalement le lieu propice pour recevoir, ranger cette réalité, un mot qui est extrêmement cher à Albert Kahn. L'image cinématographique et photographique, et note Valérie Perlez, qui est conservatrice actuellement du musée Albert Kahn, une réalité aplatie, justement, facile à ranger, aisément communicable et comparable. Avec cette croyance en l'image d'un monde ordonné, il y a une croyance ancienne en l'image comme quête d'un langage universel, on en a parlé, permettant d'assembler les spectateurs en un même corps. Cette quête d'un langage universel, d'ailleurs, Kahn le porte jusqu'à la fin de ses jours, car les ultimes témoignages dont nous disposons, et notamment celui de son médecin, le docteur Besançon, font état d'un vieil homme passant ses dernières journées à la mise en place d'un alphabet mondial. Le vrai maître en utopie, écrit Pascal Horry à son sujet, dans un article important sur Kahn, intitulé Albert Kahn en utopie, une pragmatique paradoxale, qui a été publié en 1995, pour conclure donc cette idée, se définit plus encore par sa façon d'embrasser l'univers et de le réduire à un objet simple et tout d'exécution. Peut-être le trait le plus étonnant, sinon de la pensée kahnienne, du moins de sa pratique, tient-il dans la perception panoptique qui la structure. Plus largement, finalement, les archives de la planète, en tant que réalité aplatie et ordonnée, constituent un espace projetable. Et ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire un lieu commun que l'on donne à voir par le procédé de la projection. Les autochromes sont physiquement en verre. On les projette par le biais notamment des lanternes caméléons de Georges Massiot. Et de la même manière, les films 35 mm sont présentés dans une salle de projection dédiée dans les propriétés de Boulogne. Il n'est pas difficile, en ce sens, de voir ces espaces projetables que sont les archives de la planète comme une sorte, évidemment, d'hétérotopie, en ce sens qu'elle a le pouvoir de juxtaposer, je recite encore Michel Foucault, en un seul lieu réel, plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont eux-mêmes incompatibles. C'est d'ailleurs ce que je compte faire très rapidement, vous montrer justement quelques images, enfin, pour que vous puissiez assister à la part visuelle de ces archives de la planète. Je vous ai mis à chaque fois la légende qui les accompagne, simplement pour que je n'ai pas finalement besoin de les commenter directement. Vous allez voir, c'est plus mon commentaire ici qui importe. Je vous ai donc fait une sélection d'autochromes ici pour compléter cela. Donc mettre à plat, si vous voulez,
pour trouver un lieu commun pour les peuples. Albert Kahn, d'ailleurs, déclare en 1908 qu'il travaille pour l'humanité, qu'il cherche à servir le genre humain. Les archives de la planète, inscrites dans un réseau qui constitue donc ce système kahnien, sont autant attachées à cet homme ambigu qu'est Albert Kahn qu'à un bruissement idéologique qui mêle à la fois une pensée du commun, de ce que l'on pourra appeler finalement la communauté internationale, comme seul vecteur de paix, et une pensée aussi économique, libérale, patriote, attachée tout de même à des missions civilisatrices et coloniales, je vais y revenir. Et lors du centenaire de la naissance d'Albert Kahn, le 11 mai 1960, le pasteur Marc Bruckner, président de l'Académie des sciences morales et politiques, résume avec emphase le personnage Kahn et l'œuvre, je vous le lis, « Cœur plein d'amour, mais en outre esprit préoccupé de vastes synthèses, il se considérait tempérament messianique comme chargé d'une mission particulière, réaliser la conciliation des contraires, la résolution des dissonances, en une harmonie d'ailleurs perpétuellement remise en question. » Il est important, je crois, de ne pas perdre de vue qu'ici, il y a une pensée du commun, de la mise en correspondance et en lien des hommes par une réflexion éclairée et par une entreprise de mise en image de la diversité, ce que je viens un peu de vous montrer. Il n'en demeure pas moins qu'elle reste ancrée dans une certaine élite française et internationale, souvent dominée par de grands industriels ou aussi d'hommes d'affaires. Laurent Barcelo note par exemple que le pacifisme de Kahn, on a beaucoup parlé du pacifisme de Kahn, n'est pas apatride ou marxiste, mais libéral et juridique. Il se justifie par le libre-échange, la raison et le droit. Cela n'empêche pas Kahn d'être proche de milieux pacifistes du début du XXe siècle, notamment autour, par exemple, de Paul d'Estourel de Constant en 1904, de Paul Valéry, d'Auguste Pavie, de Paul Painlevé, avec qui il rédige l'appel à la collaboration des bonnes volontés de tous les pays, qui voit naître en 1905 le Comité de conciliation internationale, avec l'industriel Andrew Carnegie. Cette idée du rassemblement des élites, de mettre en commun le savoir pour penser le contemporain et de prévoir les temps à venir, je vais y venir, est largement incarnée par la fondation par Albert Kahn du comité qui s'appelle le Comité national d'études sociales et politiques, sur lequel je ne peux pas trop m'étendre, mais qui, entre 1916 et 1931, devient un lieu de réelle communauté intellectuelle et politique. Il est donc parallèle et il s'appuie, les archives de la planète s'appuient sur ce comité et inversement. Ces hommes que réunissait la seule bonne volonté, écrit un ancien membre, Héry de Fontenelle, à la fin des années 1940, dans ses souvenirs, savaient que dans leur diversité même, ils auraient presque tous un rôle à jouer, petit ou grand, dans l'immense tâche de défense et de reconstitution. Ils mettaient en commun, dit-il, leurs préoccupations. Un lieu donc d'une réelle communauté intellectuelle et politique, si important d'ailleurs qu'il sera surveillé de près par la Sûreté générale française, qui voit dans ces réunions un lieu possible d'activité politique antipatriotique et qui est dirigé, là je cite le rapport du 5 septembre 1932, Kahn est décrit comme considéré comme un esprit chimérique, croyant à la possibilité de la paix universelle et au rapprochement des peuples. Ce rapprochement des peuples, qui est à la base de l'engagement kahnien et qui structure en partie les archives de la planète, trouve sa théorisation dans un essai, et ça, ce qui est très important pour moi, dans un essai qu'il a écrit à partir de mars 1917. C'est une des seules archives, d'ailleurs, que nous détenions écrites de sa main, intitulée « Des droits et des devoirs des gouvernements ». Le texte a souvent été présenté, à raison, comme le seul texte programmatique du système kahnien, et Karl Bouchard, dans son analyse récente sur le Comité national d'études sociales et politiques, il voit un texte qui structure, mais aussi légitime ce comité comme première pièce de l'architecture qui, partant de France, doit essaimer dans les autres pays du monde, puis donner un conseil fédéral chargé de prévoir le développement humain et, in fine, d'assurer la paix. On retrouve d'ailleurs aisément notre comparaison rapide avec Paul Hotelet que je faisais précédemment, qui aspire à ce même rassemblement mondial. En juin 1917, Paul Hotelet rédige également un essai intitulé « La charte mondiale organisant la société des nations ». Kahn, Kahn, de son côté, suivra par ailleurs de très près la mise en place de la Société des Nations en 1919. Faire commune, donc, en plein cœur de la Grande Guerre, dans un moment de doute profond pour tenter clairement de conjurer la guerre et ses affres, pour tenter de poursuivre l'élan pacifiste, universaliste, progressiste du début du XXe siècle. On peut même dire ici assez aisément que Kahn, en un certain sens, s'intègre dans une pensée rationnelle de la communauté que Léon Bourgeois, en 1896, avait appelé le solidarisme, où la mutualité et la solidarité seraient la seule règle suprême de la vie commune. Il faut le dire, en fait, la Grande Guerre
est un tournant dans les archives de la planète, est un tournant dans la vie d'Albert Kahn. C'est-à-dire le rapprochement des peuples par l'image et la connaissance va devenir pour lui une réelle obsession. Des droits et des devoirs de gouvernement, écrit entre 1917 et 1918, est un texte surprenant et déstabilisant, à plus d'un titre. Il est écrit dans une langue chahutée, oscillant en fait entre prose téléologique et aphorismes répétés. On peut y lire une intense pensée du commun qui, venant de la main de Kahn, nous permet de comprendre plus facilement les interconnexions et les intentions qui constituent son œuvre. Kahn, dans ce texte qui est clairement hautement anti-prussien, il ne cesse de fustiger au fil des pages le gouvernement allemand responsable pour lui de tous les maux, en appelle à la constitution, c'est très intéressant et important pour voir les archives de la planète, d'une sorte d'oligarchie éclairée, une élite éduquée par un réseau international de fondations et d'œuvres diversement orientées pour le bien de tous. Une oligarchie éclairée qui pourrait prendre, dit-il, la forme d'un organe permanent de prévoyance collective et d'action culturelle qui, je le cite, servant de guide à chacun, de cadre à tous, fécondant la collectivité de ses dons, tiendra à réaliser les phénomènes du progrès selon la méthode du savoir. Cette oligarchie éclairée s'inscrit dans le texte, dans une pensée proche de la théologie politique. La souffrance, écrite constamment, par exemple, avec sa majuscule, est pointée comme étant la seule issue possible pour les hommes dépourvus d'une telle organisation, et aussi, dans le même temps, d'une vision largement inspirée du corps politique. Il faut nécessairement, dit-il, créer, dit-il, une tête collective, c'est le mot qui revient constamment. C'est un des éléments les plus intéressants et élitistes de la pensée kahnienne. Je vous cite un long passage que je vous ai mis là. Pour, dit-il, garantir le but commun. L'homme, avant de quitter l'armure et la parure portée en commun, devra assurer le vœu commun, la sécurité et la dignité humaine. Il faut donc unir les efforts de tous. Travailleurs, penseurs, créateurs, hommes de foi, voudront-ils se grouper, abandonner une partie de leurs efforts pour sauver le reste et se préoccuper d'avoir enfin, pour la première fois, pour les guider, les comprendre et les défendre, un organe permanent, intimement uni à tous, recevant tous toutes leurs impressions, leur communiquant toutes les siennes, partageant leurs joies, leurs souffrances, leurs espérances, leurs angoisses. Un organe de solidarité et de mutualité entre tous les éléments du corps social. Une tête, enfin, comme la nature l'a fait pour chacun de nous et pour chaque créature, avec des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cerveau pour comprendre, capable de sentiments sensibles à l'honneur, capable de concevoir, de vouloir, de prévoir, de se souvenir, de se défier. La tête collective telle que nous l'avons souhaitée, comme nous avons souhaité le moyen de voler avec les oiseaux et de nager avec les poissons, alors là on est dans de la prose kahnienne classique, rêve d'hier, réalité d'aujourd'hui. Et il conclut, assis dans son compartiment, cage isolée, chacun garde pour soi le secret de sa douleur, chacun son expérience, chacun ses aspirations, au lieu de les apporter à la tête commune qui les rayonnerait au profit de tous. Cet organe installé, cet organe donc, dont il parle, cet organe permettant de prévoyance collective et d'action culturelle, installé au sein de tous les États du monde, alors sans qu'en fait ne soit réellement dans le texte mentionné dans quel type d'État cet organe pourrait voir le jour, mais on décèle tout de même clairement une volonté de centralité européenne ou du moins occidentale, aurait donc pour mission principale de maintenir la paix et de bâtir une pensée du commun dans le monde entier pour prévoir, et le mot est fondamental, la guerre et les conflits, quels qu'ils soient. Dès lors, pour des hommes convaincus comme Kahn, il convient de nourrir cette élite, cette tête commune, au service de la communauté, de lui donner les moyens de voir et de comprendre le monde actuel pour se préparer au monde qui vient. Il y a clairement au sein du texte une teneur qui est visuelle, où l'on comprend que c'est en donnant à voir le monde d'hier et d'aujourd'hui à une élite consciente que l'on peut le prévoir. Et le système kahnien, inscrit dans une pensée d'un corps politique et social, dirigé en quelque sorte par un esprit éclairé, mutuel et supérieur, sert à nourrir la vision de cette tête commune. Pour cela, il va mettre en œuvre justement une œuvre de répertoire visuel et savant pour apporter cette vision du monde, pour la servir, cette vision du monde, pour la transformer en une offre visionnaire. Et il ajoute par ailleurs, dans son texte, « Les peuples veulent voir et comprendre, dit-il en italique, et comment les pourraient-ils plutôt que les individus sans un organe approprié ?» Il y a quelque chose de passionnant lorsque l'on constate la part historicisée d'une telle remarque. C'est-à-dire qu'on est loin d'une pensée d'une éducation à l'image comme on peut l'entendre aujourd'hui. Le peuple, chez Kahn, ne peut voir
justement qu'à travers les yeux de ceux qui ont vu, plus justement avant eux. Un indice intéressant de cet élitisme du regard se retrouve dans l'un des projets phares du système canien et satellite évident des archives de la planète. Ce sont les bourses de voyage autour du monde. Alors, elles sont créées en 1898 avec le concours de la Sorbonne, entièrement financé par Cannes. Et ces bourses étaient octroyées à de jeunes étudiants de l'école normale supérieure, des jeunes normaliens ou des jeunes agrégés, et devaient leur permettre de faire le tour du monde sans autre obligation que de rendre un rapport final rarement consulté. Bref, la joie intégrale. Selon Alain Petit, qui est un ancien boursier, Cannes n'aurait donné qu'une seule consigne. Je vous la lis et elle est passionnante. « Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de garder les yeux ouverts. » Ces voyages initiatiques, pensés comme de réels voyages d'observation pour Cannes, sont avant tout organisés, une fois encore, dans une dimension s'inscrivant dans une pensée du visuel. Il faut, pour Cannes, que cette future élite voie le monde et les cultures pour pouvoir, dans un second temps, et cela apparaît clairement dans les statuts de la Société autour du monde créée en 1906, destinés à rassembler donc les anciens boursiers. Vous voyez en fait leur lieu ici à Boulogne, et ici c'est une des seules photos d'intérieur que nous avons, c'est le lieu où ils se retrouvaient donc après leur voyage. Donc je vous cite ces statuts. « Répandre en France la connaissance exacte des pays étrangers et à faire comprendre et estimer tout ce qu'on peut appeler la civilisation internationale. » Henri Bergson, proche d'Albert Kahn, donc je vous l'ai dit, écrit dans une lettre du 12 juin 1931, adressée au président de ce cercle, du cercle autour du monde, « Il s'agissait d'abord, dit-il, dans la pensée du fondateur, donc de Kahn, d'ouvrir chaque année à une élite de jeunes maîtres ce que Descartes a appelé le grand livre du monde. Mais il s'agissait d'autre chose encore. Des bourses de voyage autour du monde étaient instituées aussi à l'étranger, et le fondateur espérant que des sentiments, des idées communes seraient puisés par des élites des différents pays dans la commune expérience mondiale à laquelle il les conviait. » On voit donc ici encore l'importance de ce filtre du visible qui fait de l'élite qui voit et qui, dans le même mouvement, expérimente le monde, le meilleur moyen pour constituer une certaine communauté internationale. En 1931, à son apogée, la Société autour du monde compte 186 membres, et elle est une des organisations du système canien, d'ailleurs, qui connaît la plus longue existence, étant donné qu'elle disparaît définitivement en 1949. De plus, la diffusion des archives de la planète, du temps d'Albert Kahn, je pense que c'est important de le noter, reste extrêmement réduite. Les autochromes et les films sont projetés dans le cadre de projections privées, publiques également, mais sont toujours destinés à une certaine élite française et internationale. Les registres de projection sont formels, les archives de la planète sont projetées dans le cadre de projections privées au sein à Boulogne pour émerveiller les invités de Boulogne ou de la résidence secondaire de Cannes au Cap-Martin, ou dans le cadre de conférences à l'École normale supérieure, à la Sorbonne, ou évidemment ici au Collège de France, lors des cours de Jean Brune. Dans la plupart de ses écrits, et dans ses nombreuses lettres, Brune d'ailleurs, insiste très souvent sur la puissance démonstrative du visuel et de la photographie en particulier. Teresa Castro résume bien la pensée de Brune, sur laquelle je ne peux pas m'étendre encore une fois, mais qui est comprise entre une volonté scientifique et idéologique de décrire le monde, dit-il, dans sa globalité et son unité, tout en le rendant visible et intelligible pour connaître le monde et le faire connaître par le biais de la monstration d'images. Il faut bien, à mon avis, comprendre, à mon sens, que dans l'intentionnalité et dans la diffusion monstrative des archives de la planète, prédomine une croyance de l'expérience du regard. Elle prédomine sur cette expérience commune mondiale dont parle Bergson, de cette élite qui voit comme étant avant tout une sorte d'expérience, je crois, esthétique, que sépare la monstration du monde à une classe savante et puissante, que l'on peut faire naître une conscientisation du commun, et donc, par le regard, produire une certaine expérience communale. Teresa Castro, encore une fois, note justement que les archives de la planète sont censées placer le monde devant les yeux de leur observateur, comme le ferait un atlas ou n'importe quelle œuvre picturale s'inscrivant dans un régime descriptif des images. Jean Brune écrit en plus en 1900 que la photographie est devenue aujourd'hui une véritable méthode d'enseignement et que la projection augmente, au point de vue collectif, la puissance démonstrative de la photographie. Jean-Marie Schaeffer, dans son ouvrage récent, donc l'expérience esthétique, que je citais ici en 2015, montre bien que l'expérience peut se définir avant tout par la prise en considération d'une sorte de structure globale
de nos représentations, qu'elles soient de nature perceptuelle, langagière ou imagée. Et qu'en ce sens, l'expérience en tant qu'ensemble issue de nos connaissances sensibles, alors la vue, évidemment ici, pour ce qui nous intéresse, a une efficace qui constitue notre relation sur le monde et avec nous-mêmes. L'hypothèse principale de son ouvrage, de Jean-Marie Schaeffer, est de démontrer que l'expérience esthétique fait partie de ces modalités de base de l'expérience commune du monde. Il ajoute dès lors que les œuvres d'art, et il n'est pas, je crois, nécessaire de rappeler ici, de repréciser ici que le cinéma, la photographie, évidemment, font partie, lorsqu'elles opèrent esthétiquement, s'inscrivent elles aussi dans la vie commune. C'est, à mon sens, un des éléments phares de l'efficience des archives de la planète. Car rares sont les témoignages qui traversent les archives dont nous disposons, qui ne font pas état de cet émerveillement profondément esthétique à la vue des autochromes, et je crois que vous venez aussi d'en faire l'expérience, et des films des archives de la planète. Kahn écrit par ailleurs, dans son texte, encore une fois, de 17-18, par sa composition et ses études, collecteur de l'expérience accumulée par tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, combien un tel organe ne pourrait-il pas contribuer à dissiper l'ignorance, origine de tant de fléaux. La part d'efficacité de cette pensée est un des piliers des droits et des devoirs des gouvernements. Il ne s'agit pas simplement d'énumérer de grands principes pour Kahn ou de gloser. Kahn cherche justement à travers ce texte à circonscrire un champ d'action. Toutes les œuvres de Kahn sont, d'une certaine manière, une mise en action à l'échelle de Boulogne, ou la plupart du temps, voire à l'échelle personnelle, de cette pensée du commun, passant par l'établissement d'une tête commune, donc je vous l'ai dit, qui voit, a vu et prévoit. Mais il faut bien comprendre également que la création, le tri, la diffusion et l'archivage d'images pour offrir une vision à une élite savante s'inscrit dans une pensée politique des images. Et Kahn, à mon sens, est loin de penser l'image comme médiateur, comme moyen de prise de conscience, comme a pu l'analyser Gilles Deleuze dans l'image-temps, en ce sens que le cinéma, et dit-il plus largement l'image, aurait une efficience telle, une performance suffisante, mais là ce n'est pas le mot de Deleuze, qu'elle permettrait une prise de conscience. Et donc, par là même, un passage d'une force sociale, par exemple, à une autre, d'une force politique à une autre. Les images des archives de la planète ne sont pas là pour convaincre de la réalité d'un lieu commun ou d'une communauté. Elles ne sont pas là non plus pour mettre en transe ou mettre en crise, pour reprendre Deleuze à nouveau, une quelconque société politique. Les archives de la planète servent de base à un éclairage qui, pensé comme une expérience esthétique, peut tendre à améliorer une certaine vision étriquée du monde, source de conflit, justement, pour Kahn. Mais on l'aura compris, les archives de la planète sont, par leur production et leur diffusion, une sorte de médiateur visionnaire qui donne à voir et à prévoir entre une oligarchie éclairée et une collectivité qui ne demande qu'à mieux voir, pense Kahn, et comprendre pour éviter la guerre et les conflits. Ça, c'était pour l'émerveillement, pardon. C'est ce type d'images qui étaient très utilisées dans les diffusions au sein des projections Kahn. La fin, donc, toujours incertaine des archives de la planète pour un deuxième temps. Le texte programmatique donc, d'Albert Kahn, que je viens d'analyser, a été écrit, je le disais, à la fin de la Grande Guerre, et je le disais également, ce conflit conditionne en partie les archives de la planète. En effet, difficile de ne pas parler de ce projet sans parler ici, dans le cadre de séminaire, de ce qui le définit non plus simplement idéologiquement, mais aussi historiographiquement. Je veux parler ici du mot même d'archive, et donc du rapport au temps. Valérie Perlès, conservatrice donc actuelle, je vous le disais, posait une question essentielle dans un article paru en 2015 intitulé « Les archives de la planète, un projet en tension entre science et action ». Et elle écrit « Cherche-t-on à travers ce projet à sauvegarder ce qui va disparaître ou à témoigner de la réalité d'un monde qui change? S'adresse-t-on aux contemporains ou aux générations futures? Produit-on des données positivistes ou se donne-t-on les moyens d'agir sur le réel ?» On touche ici en fait une des ambiguïtés les plus complexes des archives de la planète et il m'est impossible de la confronter frontalement. Mais j'aimerais simplement attirer votre attention sur la confusion temporelle dans laquelle s'inscrit le projet des archives de la planète. Je vous relis donc ce que Kahn aurait déclaré. La photographie stéréoscopique, les projections, le cinématographe, surtout voilà ce que je voudrais faire fonctionner en grand afin de fixer, une fois pour toutes, des aspects, des pratiques et des modes de l'activité humaine dont la disparition n'est plus qu'une question de temps. Si cette phrase a été maintes fois citée dans la plupart des études du système kahnien, c'est bien parce qu'elle cherche
c'est bien parce qu'elle nous pousse à comprendre plutôt la temporalité dans laquelle ce projet s'inscrit. Nous l'avons dit, Cannes cherche à mettre en boîte des images du monde qui, projetées, permettraient d'apporter une certaine vision, nous avons dit, une expérience esthétique, à une future élite active dirigeante. Et dans ce lieu commun où on amasse ces images et on les trie, se joue avant tout un réel désir de conservation teinté d'urgence. De par leur nom, les archives de la planète sont destinées à conserver, figer, fixer une image du monde et des hommes à un moment donné du temps. Et bien entendu, ces termes sont fondamentaux parce qu'ils répondent directement à une pensée contemporaine de Cannes des pouvoirs de préservation et de captation du réel de l'image photographique et cinématographique. Dès lors, comment conjoindre dans notre réflexion cette volonté de donner à voir le monde, de le projeter, pour influer sur les élites responsables de produire cette communauté de demain, et ce soupçon de mort contenu dans le projet lui-même. Autrement dit, que peut-on voir à travers ces images des archives de la planète? Voit-on une démonstration visuelle d'une communauté humaine qui se rassemble et qui n'attend qu'une élite pensante et éclairée pour s'assembler, faire commune, ou voit-on justement l'ultime trace d'une communauté humaine au bord de la disparition? Vous le comprenez, la réponse n'est pas aisée parce qu'elle nous oblige à opposer le processus même des archives de la planète, pris entre monstration-démonstration par la preuve visuelle et conservation-disparition contenue dans le procédé technique et philosophique lui-même. Une première piste est de prendre les archives de la planète dans un temps long et de ne pas s'arrêter à la seule période de réalisation et des premières projections. Donc je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, mais il va de soi que l'effervescence des images Cannes, c'est-à-dire la manière dont elles ont été utilisées, réappropriées au fil du temps, depuis des années au fil du temps, a bien évidemment bouleversé le regard que l'on porte sur elles. La part archivistique, ici, si je puis dire, a largement pris le dessus par rapport à la part purement idéologique qui cherchait à produire un sentiment de commun au sein du même de ces images. Les archives de la planète, en tant que témoins d'un présent qui tend à disparaître, sont destinés à incarner cette attention à la vie dont parle Bergson, c'est-à-dire à créer un point de contact, de rencontre du passé avec le présent, et de créer, je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant, de créer des souvenirs du présent, encore une fois une expression bergsonienne. Autrement dit, à permettre au présent à venir de rendre ce passé actuel. Là se situe, je crois, l'espoir d'Albert Kahn en une expérience communale constamment réactualisée par la présence de ces souvenirs du présent. D'ailleurs, les archives de la planète auraient presque pu avoir ce nom bergsonien, les souvenirs du présent. On a retrouvé dernièrement un passage écrit de la main de Kahn datant du 28 mars 1932, où il met parfaitement en perspective temporelle cette nécessaire conscience de l'actualisation de l'archive dans le futur. Je vous le lis. Grâce à ces documents, il est possible d'évoquer à volonté le passé et le présent, de les interroger en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment, afin que, témoins restés vivants, quoique disparus, ils puissent constituer à divulguer partout les enseignements que comporte le tableau direct de l'évolution. Le moment semble proche où, d'un même centre, il sera possible de projeter à toute la Terre, par télévision et simultanément de commenter à l'auditoire mondial par radiodiffusion ces documents de la vie immortalisée. On est en 1932. Mais aussi visionnaire soit-il, Albert Kahn est tiraillé par un sentiment donc vraiment de crainte profonde, par une peur messianique qui, à la vue des dévastations de la Grande Guerre, va se prononcer au fil des ans. Ce que je veux dire par là, c'est que les archives de la planète ne sont pas simplement un catalogue visuel cherchant à convaincre, par le visible une élite qui devrait se nourrir, donc nous l'avons dit, elles sont aussi une sorte de lieu commun de conservation d'une communauté en berne. Les archives de la planète sont marquées du sceau de la perte, de l'effondrement. Je crois qu'elles peuvent se lire comme un réel symptôme pour Kahn de la part inavouable contenue dans toute expérience communale. La fin toujours incertaine qui est inscrite dans le destin de la communauté, écrit Maurice Blanchot, et il ajoute dans la communauté inavouable, donc publié en 1983, à propos de cette fragilité de l'expérience du commun. Cependant, lorsqu'elle se sera vraiment retirée, il éprouvera une sorte de regret et un désir de la revoir dans la nouvelle solitude que crée sa soudaine absence. Ce qui est bien l'un des traits de la communauté lorsque cette communauté se dissout, donnant l'impression de n'avoir jamais pu être, même ayant été. Il est permis de croire dès lors que ce monde à plat visible et projetable à l'envi, marque d'un émerveillement esthétique d'une communauté humaine, est aussi et peut-être avant tout l'outil inaltérable de la persuasion d'un homme, Albert Kahn, en quête d'une expérience esthétique renouvelée au présent
par des images tirées vers l'actuel. D'ailleurs, n'oublions pas que les autochromes sont les premières photographies couleur, justement. Pour se convaincre de la persistance et de la vitalité d'une expérience communale. Dès lors, on comprend combien la pensée du temps d'Henri Bergson a été importante chez Albert Kahn, et on peut facilement imaginer qu'elle a innervé le projet des Archives de la planète. En cherchant et en espérant que les Archives de la planète diffusent au cours du temps une actualisation de ses souvenirs du présent, d'un monde sur le seuil d'une expérience communale totale, Kahn espère, dans le même temps, que le présent à venir soit conscient de cette part contractée d'un passé communal. Gilles Deleuze, dans Différence et répétition, en 1968, souligne l'importance chez Bergson de ce souci de la coexistence essentielle entre passé et présent, et ajoute que l'on ne peut pas dire, et cela touche directement la pensée kahnienne, que le passé était, il insiste. Il consiste, dit-il, il est, il insiste avec l'ancien présent, il consiste avec l'actuel et le nouveau, ou le nouveau, pardon. Il est l'en-soi du temps comme fondement dernier du passage. Oui, je crois que c'est cela, pour Kahn, la portée des archives de la planète. Qu'elles puissent, à travers la performance de leur coexistence, insister et consister le présent à venir. Autrement dit, l'expérience communale, ainsi espérée puis fixée, n'est pas simplement une image souvenir d'un temps qui n'est plus, mais qui réussit, après disparition, après la fin certaine, à être toujours au travail. L'idée, en fait, extraordinaire, je crois, n'était pas simplement de concevoir une œuvre persistante, on parle bien d'ailleurs de persistance rétinienne, mais bien une œuvre plus ancrée encore dans une pensée du temps, une œuvre insistante, justement. Les Archives de la planète, elles composent un bouquet étonnant de ce que Gilles Deleuze, dans l'image-temps, en relisant la philosophie bergsonienne, appelle l'image cristal. Là où l'image, ça c'était vraiment de la pure illustration, là où l'image, à la fois souvenir et présent, actuel et virtuel, dédouble le présent en deux directions hétérogènes, je cite Deleuze, dont l'une s'élance vers l'avenir et l'autre tombe dans le passé. Les Archives de la planète ont été pensées comme encadrement d'un temps non pas idéal ou nostalgique, mais contenant une possible actualisation de cette expérience communale. Elles sont à la fois porteuses de ce temps cristallisé et au travail, et porteuses d'un message qui est censé, pour Albert Kahn, réhabiter le présent au moment de leur dévoilement, qui est finalement leur seul espace-temps possible. Mais je ne peux pas m'arrêter là sur cette réflexion, car pour finir, revenons justement au présent des Archives de la planète, et finissons tout de même par retourner ce bel angélisme et essayer de bien les regarder. Car finalement, ne détournons pas les yeux et ne nous arrêtons pas seulement sur toutes ces dimensions idéologiques et philosophiques et historiques. Ces images photographiques et cinématographiques, quoi qu'il arrive, nous donnent à voir évidemment quelque chose. Elles nous montrent cette communauté humaine. Regardons justement un petit peu de plus près ces images. Je l'ai mentionné au début de cette intervention, nous ne pouvons pas saisir les Archives de la planète dans leur ensemble aujourd'hui. Le fond est constitué de vues diverses bien qu'homogènes. Les remarques donc qui suivent, elles ne peuvent pas évidemment définir l'entièreté des autochromes et des films. De par leur nature, les films et les autochromes s'opposent, vous l'aurez compris, bien qu'ils soient en règle générale complémentaires. Et ça, c'est intéressant. Les opérateurs prenaient, lors de leur mission, à la fois des autochromes et des prises de vue cinématographiques. Ainsi, il arrive souvent que les films et les autochromes en fait, se répondent, et là où les premières saisissent et fixent des instants précis, souvent très construits et posés, les seconds captent la durée, évidemment le mouvement qui entoure les opérateurs. Les images des Archives de la planète, comprises à travers leurs motifs récurrents, sont bien souvent caractérisées par une mise en cadre collective de groupes de personnes, de groupes ethniques, sociaux ou politiques. Là où on peut voir ces images comme des témoignages singuliers de groupes identifiés par leurs apparences, les opérateurs mettent à maintes reprises en scène leurs images et demandent aux personnes de porter leurs costumes traditionnels ou de poser avec leurs outils, etc. On peut y voir aisément, mis en montage et en dialectique, la démonstration d'une diversité humaine faisant communauté. Par la construction du cadre souvent identique, répétitive, de nombreuses autochromes des Archives de la planète semblent assembler les différences, mettre à plat les corps pour les réunir à travers leur dissemblance culturelle. Le cadre de ces images et leur stéréotypie intentionnelle produisent de fait un lieu commun visuel
à cette communauté humaine un espace délibérément démonstratif où on se montre, où on fixe l'objectif. Et le cadre devient dès lors l'enjeu primordial et conceptuel des archives de la planète. Il enserre, il encadre, il délimite et il fusionne pour donner à voir. C'est un encart nécessaire à la prise de vue. L'encadrement de l'autre, par le cadre, devient dans le même temps une délimitation spatiale et matérielle qui sert pourtant à démontrer la capacité à abolir les frontières. Alors je vous en montre là quelques-unes, sans les commenter encore une fois directement, car vous avez c'est pour vous montrer, illustrer justement ce que je viens de dire. Il faudrait quasiment faire des commentaires d'images constamment. Mais nous ne pouvons évidemment pas nous arrêter là. Nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas voir ce qui se cache, si je puis dire, autour de ces images. Car si ces images peuvent nous donner l'illusion que le cadre assemble, et si nous pouvons croire que ces images cherchent à mettre en branle par l'expérience du regard une expérience du commun, il n'en demeure pas moins qu'elles indiquent avant tout une expérience du regard porté, et du regard porté sur l'autre. Regardez la légende d'inventaire de 1918. C'est-à-dire que là, depuis le départ, je vous mets les légendes actuelles du musée. Et évidemment, quand vous décalez le regard et que vous lisez les légendes d'inventaire, c'est-à-dire les légendes écrites sur le moment par les opérateurs, un regard porté advient. Et si l'expérience communale ne peut se réaliser que par une prise en considération d'une nécessaire expérience de l'altérité, il est essentiel de voir en ces images une mise en cadre d'une altérité en acte. Ne peut-on pas renverser, pour finir, notre réflexion et penser que les archives de la planète ont aussi répondu et diffusé un lieu commun, pris ici dans son sens péjoratif, qu'elles ont par leur stéréotypie délimité une vision commune de l'autre. Teresa Castro parle à son tour d'images stéréotypées, frôlant la banalité. Les archives de la planète peuvent être liées, du moins temporellement et toute proportion gardée, à des projets comme ceux de Carl Daman et plus lointainement à ceux de Paul Broca, encore de Thomas Huxley, qui, par leurs projets photographiques et visuels, cherchaient à travers une typification scientifique, une typification des autres. Notez par exemple que dans les légendes d'inventaire, autrement dit les premières légendes donc, que je viens de vous montrer, le mot type est récurrent pour définir les personnes photographiées. Je vous ai mis cette autochrome qui est très surprenante dans le fond parce qu'elle est unique, elle est décadrée de manière surprenante. Et on y voit donc Jean Brune, qui dirige donc le projet scientifique, vous voyez, diriger le cadre sur la personne qui va être photographiée. Ainsi, ne peut-on pas dire, ça c'est Carl Daman, que l'expérience communale, pensée comme expérience esthétique, trouve son point de bascule lorsqu'elle passe le cap d'un régime visuel stéréotypé où l'encadrement de l'autre, sa mise en cadre, devient un facteur de différenciation, où l'autre est montré et vu, non pas dans toute sa dimension commune et proximale, mais dans toute sa différence, en ce sens que la stéréotypie, écrit Marcel Grandière, établit des représentations de la différence et façonne des clichés identitaires. Ce que Thomas Huxley ou Carl Daman ont mis en œuvre en cherchant à imager le monde, en produisant des images des autres caractérisées par la différence, et notamment évidemment raciale. Cette image aussi que vous voyez, elle est très intéressante encore, sur l'ombre portée de l'opérateur que vous voyez en bas de cadre à droite, qui, on voit la forme du chapeau et on voit la main, encore une fois, qui dirige quelque part le regard porté. Il est intéressant de constater d'ailleurs que les archives de la planète s'achèvent lors de l'exposition coloniale en 1931, à Vincennes, et que les autochromes prises dans ce cadre, et donc les dernières images de la collection, semblent signer une surprenante confusion. Comme vous pouvez le voir, on retrouve la même construction, le même regard porté, et où faire poser l'autre pour le montrer devient, dans le même temps, l'exposer à la différence. Ici, celles que je vous fais passer derrière, ce sont donc des images prises lors de l'exposition coloniale. N'est-ce pas l'écueil de tout régime visuel que de perdre de vue, à proprement parler, son objectif et de se confondre dans les méandres complexes de la production du visible, comprise toujours entre la nécessaire acculturation du regard et la diffusion de ce regard porté, entre le fait de cadrer et celui de projeter. En cadrant ainsi les cultures et les hommes, et plus largement le monde, les archives de la planète ont instauré une visualité de l'autre, caractérisé et défini parce qu'il le différencie du futur spectateur. On ne peut nier que la question de l'altérité comme opposition géographique et politique entre nous et eux
largement contenue dans une pensée coloniale qu'il convient de garder à l'esprit, est présente dans la production des archives de la planète. Là où elle pourrait tout à fait donner à voir, mettre sous nos yeux, l'irrémédiable communauté humaine, différente mais assemblée en un même espace cadre, les archives de la planète démontrent aussi dans le même temps la force contemporaine d'une époque qui, par son souci d'inventaire et de catégorisation du monde et des hommes à travers leurs cultures diverses, faire poser finalement le protagoniste avec les costumes traditionnels est un parfait exemple, répond à une stéréotypie de l'autre où, bien souvent, ce dernier est relégué non pas à celui qui le rend commun, donc proche de nous, membre plein d'une communauté, d'une future communauté, mais à l'image qu'une certaine communauté se fait de lui. C'est par ailleurs ce que note Marcel Grandière encore dans cette introduction à l'ouvrage « La stéréotypie, outil de régulation sociale ». Le stéréotype est un modèle, dit-il, de l'autre, modèle de soi aussi pour s'identifier par rapport à l'autre. Il permet de saisir les personnes pour les restituer dans le connu, pour les ingérer dans un schème existant et qui permet de tranquilliser les esprits, d'organiser la relation à l'étranger, à l'étrange, à l'autre. Le risque d'une expérience communale resserrée, centrée sur un Occident conquérant et légitime, je précise ici d'ailleurs qu'Albert Kahn n'a jamais formellement pris parti contre la colonisation, est aussi contenu, à mon sens, dans la visualité construite des archives de la planète, qui peuvent se lire comme une expérience esthétique finalement attendue, en ce sens qu'elles sont à la fois un produit de constructivisme scientifique de l'époque et de la connaissance assimilée selon le sens commun. Autrement dit, c'est par une mise en place de lieux communs visuels que les archives de la planète, par leur diffusion, peuvent aussi maintenir et confirmer une communauté politique désassemblée, compartimentée entre nous et eux, car, comme l'écrit Jan Berting dans son article « Identité collective et image de l'autre », les stéréotypes de groupe sont toujours étroitement liés à la question suivante, qui sont ces gens par rapport à nous. Une personne de l'autre est l'autre parce qu'elle a une ou plusieurs caractéristiques qui la distinguent de nous. Et donc, justement, si le lieu de l'image, j'ai bientôt terminé, est compris comme un espace investi par une pensée, ici celle de Kahn, et comme un lieu de démonstration du commun, il est tout à fait possible d'y voir les apories, donc constitutives de tout espace qui assemble et désassemble. Comme l'a bien montré donc Michel Lesault, que je voudrais vous lire ici, car je crois que sa réflexion est passionnante pour nous. Il écrit qu'en un lieu, les individus éprouvent ce qu'il en est d'être coprésents, ce que cela exige, coûte, ce que cela apporte, la jouissance et ou le profit, mais aussi le désagrément et la souffrance qu'on peut en retirer, et qu'ils veulent accepter en matière de distance par rapport aux autres. Il ajoute qu'en un lieu, et je répète ici que je considère l'image comme un espace, qu'en un lieu, on réactualise la scène primordiale du politique. On relance chaque fois, à nouveau frais, la mise en commun possible de l'espace qui est entre. Il s'agit bien, à travers le type d'expérience qu'on peut y rencontrer, de consentir ou non à partager avec autrui, quoi qu'on en ait, un moment de cohabitation, d'assurer, bon gré mal gré, ce travail de gestion individuelle, collective et politique, de la coprésence, de la distanciation, de l'accessibilité qui ne cesse jamais et constitue un puissant vecteur de structuration des sociétés. Je me demande en fait, finalement, si les archives de la planète, en tant qu'espace projeté, n'ont pas encouragé à garder la distance avec l'étrangeté apparente de l'autre. N'oublions pas que nous parlons d'images, projetées, et que de la même manière qu'elles signent aujourd'hui une distance temporelle incommensurable, finalement les archives de la planète n'ont jamais aussi bien porté leur nom, elles ont pu, de leur temps, épaissir l'espace qui est entre, empêcher, par leur dispositif, une possible coprésence, une souhaitable cohabitation, la mise en cadre de l'autre et la monstration de ce qu'on peut appeler une forme de stéréotypie de l'autre appuie les fonctions du stéréotype qui, d'un point de vue socio-psychologique, organise un système d'identification-inclusion de l'individu à une collectivité de valeurs communes. Dans le même temps, le stéréotype renvoie à une altérisation, exclusion des autres. L'autre est perçu à la fois comme celui qui est exclu du groupe et comme celui qui peut menacer son intégrité. Dans toute sa différence donc identitaire, apparence, lieu de vie, tradition, etc. On a ainsi donc comme conséquence, pour moi, d'un système qui a établi parfaitement une pleine différence, et ici avec un A, comme l'écrivait Jacques Derrida, c'est-à-dire
la différence, qui ajourne les possibles mises en commun et démontre les pleines différences. On est face à la constatation ambiguë de toute représentation de l'autre dès lors qu'elle est stéréotypée. Ils ne sont pas finalement comme nous, autrement dit, ils sont possiblement exclus de toute expérience communale. Et si finalement les archives de la planète avaient produit l'inverse des attentes initiales dont je vous parlais, que leur propre statut d'image, de cliché, les avait de fait relégués à une expérience esthétique de la distance, de la frontière, où l'excédence de l'image, comme l'écrit Emmanuel Laloy, ne viendrait que témoigner de l'incapacité pour le spectateur du début du XXe siècle à vivre un sentiment de proximité et donc par là même d'expérience du commun. N'est-ce pas l'étrange équation de notre époque actuelle, à laquelle nous sommes confrontés chaque jour, ou à travers une déferlante d'images de l'autre, quelle qu'elle soit, nous sommes confrontés bien souvent à l'impossible production d'une efficience, d'une mise en crise de notre expérience du commun, à l'impossibilité d'atteindre un sentiment clair de proximité et de communauté. L'encadrement des autres par l'image ne nous laisse-t-il pas toujours finalement sur le bas côté d'une possible expérience communale? Quelques mots encore pour terminer ce cheminement à travers les archives de la planète. Je n'ai pas tout dit, bien entendu, je ne les ai pas montrés de film, et pour moi c'était un sacrifice terrible. Mais nous n'avons pas pu, malheureusement, je crois, nous confronter à la diversité, justement, contenue dans l'ensemble de l'œuvre visuelle. Mais j'aimerais, pour finir, attirer votre attention sur cette autochrome prise par Auguste Léon en Italie, à Venise, en octobre 1912. Elle nous met face, je crois, à la poétique profondément politique des archives de la planète. Cette autochrome nous invite à penser combien toute image s'inscrit dans un régime de distance et de proximité temporelle et physique. Il y a cette extraordinaire perspective, soulignée ici, rare dans le corpus, lorsqu'il s'agit de cadrer l'autre, qui vient appuyer le nécessaire déplacement. En ce sens qu'il faut aller vers l'autre pour amorcer une possible empathie motrice de communion. Aller vers, donc, marcher ou se pencher pour mieux comprendre que tout est une question ici de regard porté et donc finalement aussi de main tendue. Mais regardez encore au bout du chemin, au bout de la perspective, là où les autres posaient pour vous, c'est en allant pleinement vers eux, au bout de l'allée, que l'on voit poindre l'évidence. Le flou domine. Il faut, somme toute, plisser les yeux pour voir la différence. C'est peut-être là où, en fin de compte, on trouve un soupçon d'expérience communale. Dans l'expérimentation, je dirais, confuse de la différence comme possible émergence d'une égalité. C'est-à-dire, non pas ordonner, encadrer pour définir des ensembles et des catégories pour mieux nous voir, car, ne soyons pas dupes, bien rangés, le pouvoir nous voit plus facilement et empêche justement le rassemblement, on l'a dit. Tu as parlé de dispersion, je trouve que c'était très beau. Mais plutôt dans ce qui nous rend opaques, intimes, fuyants. Expérimenter un terrain de l'invisible, c'était là que je voulais dire, de la dispersion. Voilà pour moi ce que serait l'expérience communale, c'est-à-dire tenter de comprendre le flou de l'autre, qui me permet à la fois de me projeter en lui et de lui faire une possible accolade et de m'allier dans tout son sens du terme avec lui. Mais il est certain qu'enfermer une expérience communale dans une simple vision, aussi ordonnée soit-elle, aussi partagée soit-elle, que l'on contemple pour mieux se dire qu'elle est possible ou souhaitable, ne fait qu'encourager le fait qu'une image ne rassemble ni ne désassemble, et qu'elle reste et qu'elle demeure, avant toute chose, finalement, le timide reflet de notre propre impuissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien. C'était important, d'abord pour moi, de t'entendre, ne serait-ce que parce que ces questions-là et la question, au fond, de l'indécision, des formes communales, de l'expérience, je ne sais pas s'il s'agit d'une expérience esthétique ou de ce que Emmanuel Ecoccia appelle la vie sensible, qui me semblerait au fond peut-être plus approprié ici à ce que donne à voir, y compris dans l'épaisseur de la distance et dans le flou des rapprochements, les archives de la planète. C'était important pour moi parce que voilà, cette expérience-là, cette vie sensible, cette manière de rendre compte d'une expérience politique comme d'une vie sensible, voilà, moi, en tant qu'historien, je l'ai expérimenté dans les images, et dans des images incertaines, justement,
qui tentait non pas de donner à voir la commune, mais de la défendre. Bon, c'était dans Conjurer la peur. C'était important pour nous aussi parce que, je le dis, voilà, avec Adrien, nous sommes en train d'organiser, et puis d'autres qui sont ici, Gaëtan, que je remercie, et bien d'autres, une plateforme numérique qui, pour l'instant, s'appelle, faute de mieux et provisoirement, mais j'ai bien peur que le provisoire dure, parce qu'à force de le dire, on finit par s'y habituer, voir l'histoire, et qui est une manière de mise à disposition des écritures numériques de l'histoire. Et on y travaille ensemble, et j'espère qu'on pourra bientôt vous présenter tout ça, et il s'agit aussi de rendre disponible. C'est important pour moi, pour nous, c'est important pour vous, enfin pour tout le monde, parce que aussi dans la perspective un peu longue qu'on vous propose, c'est vraiment nécessaire de saisir justement comment cette histoire peut aujourd'hui, même venant de loin, nous rencontrer et nous affecter, quoi. Voilà. Aujourd'hui, dans le contexte politique actuel. Voilà, la fin est importante aussi parce qu'au fond, on voit bien que dans l'expérience communale, d'une manière générale, voilà, on s'éprouve comme communauté, enfin, en tout cas c'est ça, et en même temps, on ne songe jamais qu'il s'agit d'assembler des différences. Voilà. Or, c'est de cela, voilà, c'est cela, à mon avis, qui est le pont deleuzien entre nos deux approches. Ce qui nous amènera quand même à considérer que, et les autres peut-être séances vont être toujours sur cette ligne de crête, avec la Grèce, puisque Claude Lefort disait, au fond, cette histoire nous est arrivée 2 fois, en Grèce et au Moyen-Âge, et par 2 fois c'était en Occident, et avant lui avec Weber, cette question effectivement d'une communauté inavouable ou incertaine parce qu'elle se limite au fond à l'Occident, le fait que l'expérience communale, c'est l'expérience de l'altérité de l'Occident, bon, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être affronter de manière justement plus... voilà, enfin, il faudra se confronter plus exactement à ça, peut-être plus directement que je l'avais imaginé, mais voilà, le débat est ouvert sur l'une et l'autre des propositions.